rebrancher. Donc, si vous m'entendez, on va commencer donc ce web séminaire. Donc, peut-être pour ne pas perdre de temps, on va commencer. On a 4 intervenants. Je rappelle que la session est enregistrée et que chaque intervenant a 10 minutes de présentation et à la fin, on discutera d'un certain nombre de points communs à vos interventions sur le rôle des INSP d'Afrique de l'Ouest face au Covid-19. Donc, je vais peut-être, pour ne pas perdre de temps, commencer par le docteur Hervé Yin, directeur général du NSP au Burkina Faso. Et puis après, on passera au professeur Dinar Kouassi à INSP en Côte d'Ivoire, le professeur Joseph Béni et le docteur Adoulaye Touré, directeur général de l'INSP en Guinée. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par le docteur Rien. Merci. Merci Jean-Claude. Bonjour à tous et merci de m'écouter. Je vais présenter très rapidement mon propos qui s'articule autour du rôle des INSP en Afrique de l'Ouest francophone sur le Covid-19. Et à la date d'aujourd'hui, d'hier plutôt, la situation épidémiologique au Burkina nous donnait des cas confirmés au nombre de 638 et ces cas étaient plutôt concentrés dans la ville de Ouagadougou avec à peu près 369 cas diagnostiqués. Maintenant, la répartition par âge donne un Covid-19 qui est concentré après l'âge de 30 ans, de 30 à 45 ans, et c'est une prédominance masculine. Ce n'est pas enregistré ici, mais les données sont plus en détail dans le rapport, le dernier site web que nous avons reçu hier. Alors, les missions de l'institut de notre institut sont articulées au nombre sont au nombre de 3. Il s'agit de la veille sanitaire, comment il faut déclencher collecter les alertes, organiser la riposte et la surveillance, assurer la recherche en santé et surtout la capitalisation de toutes les bonnes pratiques pour l'aide à la prise de décision. Et enfin, la troisième mission, c'est de développer et animer l'expertise collective en santé. Et pour cela, alors, l'INSP est organisé en 4 piliers au Burkina. Nous avons le pilier des centres de recherche. Nous avons le pilier Chorus, tout ce qui est organisé autour de la veille sanitaire, et le développement de la réponse. Et nous avons aussi le système de laboratoire que nous organisons pour fournir au pays, au ministère de la Santé, un diagnostic fiable à travers les labos nationaux de référence. Et puis, nous avons aussi l'OPSNOP, Observatoire national de la santé de la population. 4 piliers qui nous permettent d'atteindre nos 3 missions principales. Alors, quel est le rôle de l'Institut dans l'appui à la prise de décision? Et globalement, en dehors de tout ce qu'on fait, comme on développe comme riposte, comme intervention pour la veille sanitaire, comme recherche, donc en cohérence avec une aide à la prise de décision. Pour le Covid-19, nous avons commencé à co-animer un groupe d'experts au niveau national en analysant, en interprétant les différents modèles qui sont développés pour prédire l'épidémie. Et puis, deuxièmement,
Nous participons aussi à l'élaboration et à la mise en œuvre donc, de toutes les recherches, surtout au sein du ministère de la Santé, ciblées, centrées donc sur les recherches socio-anthropologiques, épidémiologiques, la prise en charge, dans le domaine de la prise en charge, la recherche fondamentale pour guider un peu la prise de décision au niveau du dispositif de réponse contre l'épidémie. Et nous participons aussi aux différentes réunions des groupes thématiques qui permettent d'éclairer l'autorité pour la prise en charge du COVID-19. Donc, il s'agit pour nous surtout aussi de donner de manière hebdomadaire un feedback au travail que les groupes thématiques réalisent quotidiennement sur le terrain. Et ce feedback est donné à travers donc, le cabinet, à travers donc, les responsables de ces groupes thématiques-là pour qu'ils puissent regarder comment augmenter la performance de leurs interventions sur le terrain. Ensuite, quels sont les liens avec votre institut avec le ministère de la Santé? Il faut savoir que la lutte est organisée autour d'une coordination nationale et cette coordination nationale est hébergée au sein de l'Institut. Et donc, par notre chorus qui lie donc le dispositif de préparation, de réponse et avec donc l'utilisation de tous les instruments que nous avons pu développer depuis la création de cet institut et la mise à disposition des ressources humaines pour la lutte contre le COVID-19. Donc, c'est le chorus qui lead cette réponse-là à travers le système de gestion des incidents. Et nous participons, toutes nos structures, que ce soit les structures de recherche, que ce soit les structures de veille sanitaire comme l'observatoire, comme les laboratoires et les LNR, participent donc à la production des données, des documents normatifs pour lutter convenablement contre cette épidémie. Donc, c'est pour ça le laboratoire national de référence, donc, comme je l'ai dit, qui fait le diagnostic du COVID-19, qui est appelé laboratoire national grippe, est à l'intérieur de notre laboratoire central de référence. Et c'est ce labo-là qui fournit le diagnostic, la confirmation des tests. Donc, comme je l'ai dit, participation à des réunions thématiques. Et puis aussi, nous avons à un moment donné aidé les équipes de prise en charge et les équipes qui sont sur le terrain, le ZIR, nous les avons aidés par la mise à disposition d'une équipe d'épidémiologistes, de techniciens biomédicaux, de santé, de médecins pour les aider avec la gestion des cas sur le terrain, parce qu'il y avait à un moment donné, les équipes étaient en nombre réduit sur le terrain pour collecter les informations, intervenir quand il y avait donc les alertes annoncées. Donc, comment s'organise la coordination nationale pour la lutte contre le COVID-19 au Burkina? Il faut savoir que c'est une coordination nationale qui est pilotée par un coordinateur nommé. Il y a un coordinateur adjoint et il y a un gestionnaire d'incidents. Donc, ce dispositif-là est relayé au niveau régional, au niveau provincial, ainsi de suite. Et enfin, il y a des groupes thématiques qui sont constitués pour travailler sur des questions données, comme par exemple la surveillance épidémiologique, la protection et le contrôle des infections, la prise en charge des cas, la gestion administrative, le laboratoire, la recherche, la capitalisation et l'aide à la prise de décision, la sécurité, ainsi de suite. Donc, ce sont ces groupes thématiques-là qui sont des équipes opérationnelles qui s'organisent pour apporter des réponses sur le terrain. Comment s'organisent alors
évaluer l'acceptabilité sociale et économique des décisions mises en place par la population. Il faut dire que nous avons appréhendé ce sujet à travers une étude pour comprendre un peu la sensibilité de la population vis-à-vis de ces mesures restrictives qui ont été faites dès le début de l'épidémie. Et donc, c'est une étude CAP que nous avons déclenchée pour regarder un peu, au vu de toutes ces mesures qui ont été de distanciation sociale qui ont été provoquées, quel est le niveau d'acceptabilité des populations, quel est le retour donc de ces populations-là pour adapter sectairement les messages, pour revoir un peu dans quelle direction on peut rediriger un peu les décisions de l'équipe de coordination et de toute de niveau certainement politique pour changer un peu le cours de l'épidémie. Alors, nous avons mis en place aussi une cellule de veille documentaire avec par l'animation des sites web, par l'animation aussi de certains réseaux par lesquels nous collectons l'ensemble des documents, des arrêtés, des textes, des directives qui sont pour permettre aux gens, s'ils veulent des informations, qu'ils aillent regarder là-bas et des bonnes informations, qu'ils aillent tout de suite les consulter là-bas pour mieux comprendre l'épidémie. Nous avons aussi la mise en place d'une plateforme d'animation et de partage des messages avec la population. Parce que l'INSP, on nous a approchés pour que on donne l'expertise dans ce sens. On fournisse donc des spécialistes qui peuvent aller sur les plateaux télévisés, radio, pour communiquer avec la population sur régulièrement des messages liés au COVID-19. Comment intégrer les données d'évaluation de l'acceptation dans les prises de décision, dans les décisions prises au niveau national. Nous avons, à travers cette enquête CAP dont j'ai fait cas, utilisé une démarche qui impliquait déjà la coordination de la lutte avec aussi notre niveau hiérarchique pour les sensibiliser à adhérer à cette démarche compréhensive de recherche. Et c'est avec eux que nous avons obtenu les autorisations de mise en œuvre donc, de cette étude-là. Et après, il y aura des ateliers qui seront tenus pour valider certains résultats, pour construire ensemble donc, les futurs messages issus de cette enquête, que nous allons réaliser bientôt. Alors, la dernière slide, c'est comment améliorer la collaboration scientifique et technique pour faciliter une approche coordonnée de la gestion de l'épidémie. Nous dirons que le COVID-19 démontre clairement que nous sommes dans une épidémie transnationale qui traverse clairement les frontières et il n'y a pas de barrière. Et donc, il y a une nécessité pour nous, les INSP qui sont des opérateurs de santé publique mis en œuvre pour contribuer à la sécurité sanitaire de nos différents pays, de nous organiser et de nous parler régulièrement, même si c'est à travers des échanges virtuels, compte tenu du contexte, le contexte donc, du moment où on ne peut pas voyager. Et puis aussi d'élaborer des outils de travail et de protocoles thérapeutiques qui soient utilisables à l'intérieur de nos différents pays. Vous avez vu un peu la polémique qui a été développée autour de l'hydrochloroquine, autour de certains médicaments au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau aussi de certains pays. Et ça aussi, les pratiques sont un peu différentes avec parfois des prises de décision, des intentions suffisamment dangereuses. Je pense que nous, en tant que producteurs des évidences scientifiques pour renseigner
la prise de décision, nous pensons aussi que c'est intéressant de nous pencher sur les intentions des différentes communautés scientifiques et puis les documenter pour alerter, renseigner la prise de décision. Il y a aussi les partages des directives, les plans de lutte pour extraire des interventions coordonnées et transversales, parler un peu de cette veille documentaire qu'on peut animer et l'échange d'expertise entre les INSP à travers les voyages, si c'est possible, et surtout le partage des résultats de la recherche. Voilà un peu comment les axes sur lesquels on pourrait en tout cas approfondir une sorte de collaboration entre les différents pays, pour ceux qui sont disposés actuellement à travailler pour remplir les missions de l'INSP. Voilà des pistes où on pourrait, que l'on peut développer davantage et approfondir davantage. Bon, je pense que c'est à peu près le propos que je voulais donner ce matin à partir donc de la situation épidémiologique, de ce que l'INSP Burkina a fait et est en train de pouvoir faire, et des perspectives à court terme. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Et ça aussi, je crois que pendant les débats, ça peut être des choses qui peuvent être discutées. Il y a des difficultés, il y a des limites, il y a des contraintes, et parfois, il faut arriver à négocier entre donc les missions d'un institut et puis la perspective politique aussi qui est en place pour nous se faire suffisamment écouter et puis aussi éviter les polémiques, j'allais dire inutiles, qui vont ternir un peu l'image de la santé publique, et là où on n'en a pas besoin pendant une crise comme la crise du Covid-19. Donc, des difficultés et à chaque institut, selon sa particularité, de développer des initiatives ou de se parler pour éviter que l'on soit noyé plutôt dans la gestion de ces difficultés-là que de proposer des actions qui soient positives pour les pays. Merci beaucoup. Merci Hervé. On va passer, je propose qu'on fasse les présentations. On va passer donc à la présentation de Dinar Kouassi pour l'INSP de Côte d'Ivoire avec le professeur Joseph Béni, je crois. Vous intervenez tour à tour. Oui. Il faut qu'on essaie de garder le temps. Merci Jean-Claude, merci infiniment pour l'opportunité qui nous est donnée au niveau de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir échanger, mais surtout partager nos expériences. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la situation est similaire à ce qui est retrouvé au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 1193 cas confirmés de malades atteints de Covid, dont la moitié, c'est-à-dire 525 ont été guéris. Et malheureusement, nous avons enregistré 14 décès. Donc voilà la situation au niveau de la Côte d'Ivoire, telle que cette situation se présente. Alors, l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire joue son rôle dans cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Et ce rôle s'inscrit dans ses missions. Alors, il y a deux missions fondamentales. Ce sont les missions de formation en santé publique et les missions de recherche biomédicale. Alors, depuis le début de la crise dans notre pays, où le premier cas a été notifié exactement le 11 mars 2020, notre institution, à travers ses missions de recherche, a lancé une série d'études dans laquelle les résultats doivent aider les autorités à la prise de décision. Permettez-moi de citer quelques-unes de ces études. Il y a une étude qui porte sur, c'est une étude CAP, qui porte sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations par rapport aux mesures de prévention
de lavage de mains, de port de masque, de distanciation sociale adoptée par notre gouvernement. Sa réalisation va se faire à travers les centres d'appel pour la collecte des données. On le comprend dans un contexte où il n'est pas possible d'envoyer des enquêteurs sur le terrain. Donc voilà une des premières études. La deuxième étude, c'est un peu ce qui a été fait au Burkina avec notre collègue Dr. Yen, qui consiste à faire la revue des directives. Il y en a eu beaucoup de directives qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, ce afin de procéder à leur mise à jour, mais surtout de s'assurer qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les dispositions prises du fait parfois de l'urgence dans laquelle ces mesures, vous comprenez, ont été prises. La troisième étude, elle est relative à la description et à la caractérisation du profil épidémiologique des cas confirmés, mais également des cas contacts, afin de faciliter l'anticipation dans l'élaboration des protocoles de prise en charge, dans l'identification des cibles et audiences prioritaires pour les activités de prévention. Une autre étude CAP, cette fois-ci, s'adresse aux professionnels de santé. Elle permettra d'évaluer leur savoir, leur savoir-faire, savoir-être vis-à-vis de la maladie à coronavirus avant et après une série de formations que nous avons développées à partir de la plateforme e-santé de notre institution. Les résultats de toutes ces études seront autant de ressources mises à la disposition de la coordination nationale pour une prise de décision orientée et ciblée là où l'on peut avoir le plus d'impact. Voilà en substance, au niveau de la recherche, ce qui a été mené et est en cours au niveau de l'Institut national de santé publique Côte d'Ivoire. Également, dans le cadre de sa mission de formation, l'INSP de Côte d'Ivoire a développé, en collaboration avec la direction de la formation et de la recherche en santé, l'Institut national d'hygiène publique, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, une série de formations des professionnels de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ces formations se sont déroulées en deux phases. La première phase de formation a eu lieu les 25 et 30 mars 2020 et a concerné des sessions de généralité sur la pandémie à coronavirus avec pour thème épidémiologie et prophylaxie de la maladie à coronavirus 2019, diagnostic biologique de la maladie à coronavirus 2019. Environ 600 à 1000 prestataires ont suivi chacune de ces sessions de formation. La deuxième phase concerne des formations spécifiques selon le niveau de la pyramide sanitaire, avec pour thème les directives de la gestion des cas de coronavirus, la prise en charge psychosociale des cas, les mesures de prévention, contrôle des infections. Ces formations ont démarré depuis le 8 avril 2020 et s'achèveront le 15 mai 2020 avec un total de 10 000 personnes à former à terme. Ces formations ont concerné jusqu'à ce jour 33 directeurs régionaux de la santé, 5 directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires de Côte d'Ivoire, 17 directeurs des centres hospitaliers régionaux et les médecins-chefs, 113 directeurs des hôpitaux généraux et le médecin-chef et les autres prestataires des districts sanitaires. Au total, 14 sessions ont été réalisées entre le 8 avril et le 24 avril pour la période considérée. Environ 4800 prestataires ont été formés et issus de 800 établissements sanitaires publics et également privés. C'est donc à travers ces missions que l'Institut national de santé publique Côte d'Ivoire contribue à la lutte contre la COVID-19 en collaboration avec les autres institutions de santé publique. Alors, en ce qui concerne notre interaction et comment s'ordonne la coordination nationale, il faut nous rappeler que l'INSP de Côte d'Ivoire est une structure du ministère de la Santé. Donc, à ce titre, les interactions se font donc au quotidien et de façon permanente
dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus 2019, mais aussi dans le cadre du fonctionnement régulier de notre institution. La coordination nationale de la lutte est organisée par un arrêté du Premier ministre. C'est l'arrêté numéro 410/PM-CAB du 10 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi opérationnel du plan de riposte contre la pandémie à coronavirus. Le Premier ministre en assure la coordination des activités de lutte contre la COVID et est appuyé dans cette responsabilité, dans cette tâche, par les membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, de qui nous recevons les orientations en ce qui concerne l'INSP. Alors, comment évaluer l'acceptation sociale et économique des décisions mises en place par la population? C'est tout l'intérêt des enquêtes CAP que nous avons initiées et que j'ai évoquées dans mes propos au début de ce panel. Ces enquêtes qui intègrent des variables sur l'acceptation sociale et économique des décisions et mesures de prévention permettront d'avoir des données sur ces questions. Dès qu'elles seront achevées, elles seront reversées, bien entendu, à la coordination nationale pour aider à la prise de décision. Comment intégrer les données d'évaluation de l'acceptation dans les décisions prises au niveau national? C'est bien entendu l'effectivité d'une approche inclusive, et pour que cela soit, il est bon que l'ensemble des structures qui peuvent apporter une expertise soit intégrée et associée aux activités liées à la lutte contre la maladie à coronavirus. De cette manière, ces structures pourront faire connaître les résultats de leurs travaux et les mettre ainsi à la disposition de tous. Pour terminer, comment améliorer notre collaboration scientifique et technique? C'est le lieu ici de saluer l'initiative de IANFI pour cette visioconférence entre institutions membres, mais également les autres initiatives de Africa CDC au niveau continental, de l'Organisation ouest-africaine de la santé au niveau de la CEDEAO, qui constituent une bonne approche de collaboration pour la gestion de la pandémie. Elles permettent des échanges d'expériences et de bonnes pratiques au niveau sous-régional et international à travers des téléconférences et des webinaires. Elles permettent également des échanges d'experts et de données, mais surtout la mutualisation des moyens. Comme l'a dit, si bien dit mon collaborateur, mon collègue de Burkina Faso, Dr. Yen, tout ceci au niveau de l'INSP ne s'est pas fait vraiment aussi tranquillement, mais nous avons réussi ici, c'est le lieu de remercier M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène de Côte d'Ivoire, avec l'appui de sa personne, mais également de tous ses collaborateurs qui ont permis à notre institution d'apporter sa contribution. Moi, je vous remercie. Merci Dinar, merci pour les perspectives du point de vue de l'INSP de Côte d'Ivoire. Je propose qu'on passe, que l'on passe, j'ai eu un message d'Anne-Catherine. Est-ce qu'on passe au docteur Benny ou elle a pu se brancher ou pas? Je ne crois pas. Hein. Allô? Vous m'entendez? On vous entend. Je ne crois pas que le professeur Benny va pouvoir nous rejoindre. Ok, merci. Donc, on va passer au docteur Abdoulaye Touré et on va donc se diriger vers la Guinée. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis là, je suis prêt. Merci. Ben voilà, je vous donne la parole pour nous brosser un peu le paysage dans lequel l'INSP de Guinée travaille sur cette pandémie en Guinée. Merci pour cette opportunité de la sous-région qui sont à côté, mais on n'a pas eu le temps d'échanger par visioconférence depuis un certain temps. Et merci à Yanfi pour offrir ce cadre qui permet à chacun de partager son expérience et permettre aux autres de probablement améliorer ce qui se fait au quotidien.
Alors, ma présentation, comme je l'avais dit pendant la phase de test tout à l'heure, je n'ai pas prévu de slide. Beaucoup ont été bousculés ces derniers temps. Personnellement, je n'ai pas pu faire mes slides, mais je vais essayer d'expliquer de façon très brève ce que fait l'Institut national de santé publique de la Guinée dans cette pandémie. Je voudrais rappeler d'abord qu'avant l'épidémie, avant cette pandémie, l'Institut national de santé publique avait mis en place un système de surveillance sentinelle des virus respiratoires, donc la grippe, à travers quelques sites des centres de santé et quelques centres médicaux communaux à travers la ville de Conakry. Et cette surveillance sentinelle avait abouti au mois de novembre 2019 à l'élaboration d'un premier draft de plan de préparation et de riposte à une pandémie de grippe et quelques d'éclatement de cette pandémie. Et ce document a donc été utile aussi bien pour l'Institut que pour le ministère de la Santé et tout le reste du système pour bâtir rapidement un plan de riposte. Les premiers cas ont été notifiés en Guinée le 12 mars dernier. Et donc, depuis la notification de ce premier cas, aujourd'hui, nous sommes à 1163 cas confirmés avec 7 décès. Et donc, dans ce processus, notre rôle a constitué principalement à la formation, à la coordination du diagnostic et à la recherche. Dans le domaine de la formation, nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, fait en sorte que le système de surveillance, en tout cas de diagnostic, repose d'abord principalement sur ces sites sentinelles. Donc, nous avons fait de ces sites sentinelles les points de prélèvement au sein de la capitale parce que ceux qui participaient à cette surveillance sentinelle savaient déjà faire des prélèvements facilement des échantillons oraux et nasopharyngés. Et en plus de ceci, nous avons formé des agents de collecte de données et nous avons également introduit d'autres sites de prélèvement pour augmenter le nombre de personnes qui pourraient facilement être prélevées. Et en plus de cela, nous avons également formé les laboratoires qui ont des plateformes de PCR en temps réel et qui ont le minimum en termes de ressources humaines pour participer au diagnostic. Nous avons mis le personnel au diagnostic du COVID. Et donc, c'est ce qui nous a permis à ce jour d'élargir le nombre de laboratoires. Donc, il y en a un certain nombre qui font le diagnostic, mais tous les laboratoires le font sous la coordination du département laboratoire national de santé publique, qui est un des départements de l'Institut national de santé publique. Et nous participons également donc à l'évaluation des nouveaux outils de diagnostic qui sont proposés par le pays parce qu'il y a tellement de firmes qui viennent proposer des kits des tests de diagnostic rapide. Donc, la législation nationale veut que le laboratoire national de santé publique donne son avis technique ou évalue les performances des tests avant qu'ils ne soient autorisés par le ministère de la Santé. Donc, ça a occupé également beaucoup de l'évaluation de tests de diagnostic. Nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, en plus de l'Institut national de santé publique, nous faisons de l'accompagnement. Nous avons fait une cartographie de l'ensemble des laboratoires pour déconcentrer aussi le diagnostic à l'intérieur du pays. Nous avons fait la cartographie de l'ensemble des laboratoires et nous sommes actuellement en train de les accompagner en termes de formation et de fourniture en intrants pour que ces laboratoires puissent être capables de faire le diagnostic au cas où il y aurait beaucoup de cas à l'intérieur du pays pour ne pas être obligé de faire de l'acheminement des échantillons depuis des milliers de kilomètres. Dans le domaine de la Burkina et de la Côte d'Ivoire, nous avons effectivement, dès le début de l'épidémie, fait des enquêtes TAP au sein du personnel de santé
au sein de la population générale. Donc, ces résultats des activités et puis également au plaidoyer auprès des autorités. Et en plus de cela, nous commençons dans quelques jours une étude sur la transmission nosocomiale dans certains services du CHU et puis dans certains centres médicaux communaux. Et nous collaborons également avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD de la France. Donc, l'IRD est un de nos centres de recherche également qui est à l'université pour mettre en place le projet ARIACOP, c'est l'appui à la riposte au coronavirus en Afrique. Donc, ce sont des projets qui sont en cours ou qui sont imminents, qui vont démarrer bientôt. L'Institut national de santé publique, en plus du laboratoire biomédical, dispose d'un département de chimie pharmaceutique et toxico. Donc, ce département s'est mis à la tâche pour fabriquer, pour faire des gels des solutions hydroalcooliques pour les mettre à la disposition des structures hospitalières pour la protection du personnel de santé. Et de façon générale, au niveau national, nous sommes membres, comme nos autres collègues des deux pays qui ont présenté tout à l'heure, nous sommes membres des différents groupes thématiques qui sont mis en place par le ministère de la Santé pour la riposte contre le coronavirus. Et nous sommes également membres du Conseil interministériel de suivi de la riposte, donc ce qui montre quand même que pendant cette épidémie, le rôle de l'Institut national de santé publique a été suffisamment mis en valeur et donc ça a permis à titre exceptionnel, sinon le Conseil interministériel, ce sont des ministres qui siègent, donc à titre exceptionnel, le directeur général de l'Institut national de santé publique est membre de ce comité interministériel donc, pour participer au suivi des activités de riposte au niveau national. Et nous sommes également membres du conseil scientifique qui a été mis en place il y a peut-être une dizaine de jours par le président de la République sur des mesures pour la maîtrise du coronavirus. Bon, pour ce qui est de la collaboration, nous collaborons à travers l'OAS et à travers Africa CDC régulièrement sont organisés de beaucoup d'aspects opérationnels, même si ça porte beaucoup sur le laboratoire, pour le diagnostic, ça porte beaucoup sur le laboratoire, mais ça a été des opportunités pour que chacun sache ce qui se fait chez le voisin et qu'on harmonise ensemble les procédures de diagnostic. Et au-delà de cela, nous collaborons fortement avec l'OMS, avec CDC Atlanta et d'autres organismes tels que la Fondation Mérieux et d'autres des instituts de recherche de la France, dont l'IRD dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà de façon générale ce que l'Institut national de santé publique fait dans la riposte en Guinée. Je vous remercie. Pardon. Donc, merci pour les trois présentations qui plantent bien le décor du rôle d'un Institut national de santé publique dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, il y a des points communs, il y a des accents plus forts sur certains aspects pour certains pays. Pour la Côte d'Ivoire, l'accent sur la formation a été fait de manière importante et donc avec un bilan assez impressionnant. C'est un élément évidemment tout à fait important. Je vois aussi la fonction de validation des tests, en particulier en Guinée, et l'approche au Burkina Faso, c'est plus une approche plus globale et complète,
donne un cadre général de réflexion. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est un peu de, comment dirais-je, de discuter et de partager des expériences, d'identifier des besoins communs. J'ai entendu Hervé Yin mentionner le besoin de synthèse de littérature ou de synthèse des connaissances. Donc, voilà, donc, je pense que ça, c'est un premier point de discussion. Et ma première question, peut-être, avant de vous laisser poser des questions aux autres orateurs, peut-être, quelles sont les opportunités que vous avez au-delà au-delà des structures formelles d'Afrique de l'Ouest, de partager et de mettre en commun votre expertise et votre expérience. Et voilà, la première question, puisqu'en fait, l'association Yanfi vise à soutenir les instituts nationaux de la santé publique dans leurs activités, dans leurs missions. Et donc, voilà, c'était d'identifier ce sujet-là, parce que pour partager un peu une expérience en Europe, cette épidémie de Covid-19, elle est très importante, elle est grave, mais elle mange le temps de tout le monde, et du coup, on a moins de temps pour discuter, parler, partager les expériences. Et ça, je pense que c'est un élément important. Je sais pas qui veut répondre. Dinar? Ou le docteur Yin? Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, je crois qu'il y a, nous avons, à la lumière de ce qui a été présenté, il y a des actions communes qui se dégagent. Par exemple, tous les résultats des différentes enquêtes CAP qui vont être rendus disponibles tout de suite dans les prochaines semaines. Et ensuite, les évaluations, surtout des tests qui sont aussi pratiqués dans les différents pays. Et puis, les questions sur la veille documentaire. Bon, les opportunités de partage, je vois un peu ce que l'OAS est en train de faire ces derniers temps, c'est que régulièrement, ils ont un webinaire toutes les semaines pour partager essentiellement la situation épidémiologique des différents pays. Et donc, ils s'occupent globalement de l'aspect macro, de l'aspect comment les pays s'organisent, et surtout orientés vers le diagnostic et l'appui fourni vers le diagnostic. Je crois que la première opportunité pour nous, c'est de mettre en place en tenant compte de la lourdeur de nos tâches dans les différents pays, peut-être une plateforme virtuelle de partage déjà de ces différentes informations qui seront animées par certaines équipes spécialisées dans nos INSP. Animer un partage virtuel. Nous avons des sites qui fonctionnent, d'autres peu, d'autres bien. Je crois que ça, c'est déjà une première chose. Et aussi, au-delà du fait qu'on fait régulièrement des webinaires, parce que nous sommes producteurs de données scientifiques, producteurs de bonnes pratiques. Et ça ne vient pas tout de suite, puisque c'est des choses qui peuvent prendre 4 semaines, 6 semaines avant d'avoir des résultats. Nous pouvons avoir, par exemple, toutes les 2 semaines ou toutes les 4 semaines, un webinaire qui permet donc aux
porteurs de ces dossiers-là dans les différents pays d'avoir une discussion, des échanges croisés pour voilà un peu les deux voies que j'ai perçues. Merci. J'ai une question qui est posée sur l'avancée de l'étude Chloras au Burkina Faso et sur l'étude sur la pivirine. Et qui est posée par Anne-Catherine. Oui. L'étude, surtout Chloras, actuellement, il y a eu des discussions, en tout cas une mise à jour qui a été faite. Et le comité d'éthique national a donné des orientations pour que ça soit plutôt de l'observationnel. Parce que, et voilà, et donc c'est sur cette tendance-là qui est en train d'être étudiée et mise à jour pour reproposer le protocole. Parce que, voilà, la perspective qui est donnée à cette étude-là, c'est ça. Pour la pivirine, là aussi, les discussions sont très contradictoires aussi, je crois. Et ça aussi, il n'y a pas, depuis que le modèle a été, la méthodologie a été proposée, pas beaucoup de choses ont avancé, surtout sur le plan, les questions éthiques sont toujours en cours de discussion. Voilà. Sinon, de par même l'utilisation de la chloroquine dans tous ces aspects, est faite par les praticiens, dans les hôpitaux, par certaines institutions qui l'utilisent de manière voilà, pour sauver, pour traiter tel ou tel patient, mais pas dans le cadre formalisé, en tout cas dans le cadre de la prescription réglementaire. Voilà ce que je peux donner comme information sur ces deux études qui sont toujours en lien avec, en tout cas sous pression des discussions éthiques. Très bien, merci. Pour la Guinée, il y a une question qu'on peut-être comment se fait la collaboration entre l'Institut national de santé publique et l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui est de création plus récente. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments sur l'articulation? Oui, bon, donc, dans la gestion de ce Covid, le volet laboratoire est entièrement fait par l'Institut national de santé publique, la partie riposte par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, quand la surveillance, quand il y a des alertes ou la surveillance a des contacts ou le laboratoire est contacté, le prélèvement est fait, analysé, et l'institut rend le résultat. Si c'est positif, l'Agence nationale de sécurité sanitaire assure l'investigation. Donc, ça fonctionne de cette manière. Allô? Oui. Je ne Oui, sais pas si la connexion. la connexion n'est pas toujours parfaite, oui. Ouais. Je ne sais pas ce que j'ai dit, si ça a été. Vous l'avez entendu ou il faut que je revienne dessus? On n'a pas bien entendu, en tout cas, moi, je n'ai pas bien entendu. Peut-être répéter les éléments essentiels d'interaction ou de coordination. Oui, je disais que l'Agence nationale de sécurité sanitaire assure la riposte. Et le volet coordination du laboratoire est assuré par l'Institut national de santé publique. Okay.
Ok. Ok. Bonjour, c'est Anne-Catherine. Anne-Catherine? J'ai reçu il y a des questions qui sont arrivées dans la boîte de questions. Donc, il y a une question qui porte sur comment se fait la coordination avec le Centre des opérations des urgences de santé publique en Côte d'Ivoire et en Guinée, puisqu'on a entendu ce qui se passait donc au Burkina Faso. Il y a une autre question, c'est le même intervenant. Comment se fait la coordination des chercheurs indépendants dans les autres pays? Et enfin, il y a encore une question sur le traitement, mais un autre traitement sur est-ce que le protocole d'hydroxychloroquine et d'azithromycine est-il validé dans les différents pays? Et sinon, quel protocole est utilisé? Donc peut-être qu'on peut commencer par la question sur le lien avec les chorus dans les autres pays que le Burkina Faso. Merci Catherine. J'ai bien noté la question pour la Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne le lien de notre institution avec le centre des opérations d'urgence, ce lien se fait à travers surtout la formation, qui, je vous ai fait tout à l'heure vraiment un détail de cette formation. Cette formation, bien sûr, elle est organisée au sein de notre institution parce que nous avons eu à bénéficier de l'appui des partenaires qui ont installé une plateforme et qui permet aujourd'hui de pouvoir partager non seulement des directives, mais également faire des formations. Et l'autre lien, c'est bientôt la formation des équipes d'intervention rapide sur le terrain, parce qu'au cours de ces différentes formations, ça fait partie des questions récurrentes qui sont posées par les acteurs qui sont à l'intérieur du pays et qui éprouvent quelquefois des difficultés, comment prendre en charge véritablement les cas des maladies. Donc voilà en substance comment se fait le lien avec... alors là, actuellement, ce centre qui est mis en place au niveau de notre institution en ce qui concerne la plateforme, elle bénéficie, il faut le saluer, de l'appui de l'OMS, mais également de l'UNICEF qui nous accompagne. Je vous avais présenté qu'à terme, nous devons former 10 000 personnes. Et là, normalement, la fin de la formation devait se faire le 9 juin. Mais là, l'UNICEF a bien voulu mettre à notre disposition des moyens qui ont permis de doubler le nombre de formations organisées en ce qui concerne cette formation des professionnels de santé. Donc voilà comment se fait la coordination avec le Centre des opérations d'urgence de santé publique au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'INSP. C'est surtout à travers la formation. Voilà. Merci beaucoup. Et pour la Guinée, peut-être? Merci. J'avais une question un peu à tous les quatre, en fait. La lutte contre cette pandémie pose de gros problèmes de ressources, hein, à la fois diagnostic, thérapeutique, prise en charge, et aussi en termes de prévention et d'outils de prévention, masques en particulier et toutes les autres interventions. Comment vous voyez cette question pour les pays de l'Afrique de l'Ouest? Comment vous vous débrouillez avec ces questions-là qui sont importantes et difficiles? Moi, j'ai pas très bien entendu. J'ai entendu ressources. Les ressources, oui, d'une manière générale, les ressources en tests, en médicaments, en appareils de diagnostic et aussi d'accès à l'hôpital et aussi des ressources comme les masques, hein. Il y en a pas nécessairement disponible et le marché international est très contraint. Bon, ce qui est de la Guinée, je pense que peut-être même les collègues
amendé, mais il y a un problème global d'accès à ces ressources, surtout des ressources matérielles dans le cadre de cette riposte, parce que si je prends l'exemple des kits de diagnostic, au début, l'acquisition était extrêmement compliquée. Il a fallu une aide rapide de l'OAS avec Africa CDC pour que nous ayons, en tous les cas en Guinée, les 100 premiers les 100 premiers kits de PCR pour le diagnostic. Donc, ça a été extrêmement difficile. Même si au niveau national, nous avons fait beaucoup de commandes sur financement Banque mondiale ou sur financement directement de budget national, mais est parfois un peu complexe. Et nous avons surtout été finalement aidés en ce qui concerne l'équipe de diagnostic par l'Union africaine à travers la fondation JACMA. Et pour ce qui est des équipements de protection ou équipes de protection, on a beaucoup plus été sauvés dans un premier temps par des reliquats qui étaient encore stockés, qui étaient venus dans le cadre de la lutte contre Ebola ou qui sont venus vers la fin pour aider le système parce qu'on ne savait pas trop s'il y aurait la résurgence ou pas. Donc, il y avait des stocks de kits de protection qui ont servi énormément. Et comme je le disais tout à l'heure, la surveillance sentinelle également de la grippe à travers ça, nous avions acquis beaucoup d'équipements avec nos collaborateurs de DETRA et de qui ont beaucoup aidé en termes de kits de prélèvement, quasiment tout le système, parce que le milieu de transport viral est un peu difficile à trouver parce que les frontières ont été très rapidement fermées. Et donc, les procédures d'acheminement sont parfois très compliquées. Et pour ce qui est du traitement, bon, je ne vais pas beaucoup m'étendre dessus. Pour ce qui est des médicaments avec la chloroquine et autres, quasiment en rupture. Mais il n'y a pas suffisamment de kits, enfin, de matériel de réanimation aussi bien pour le CHU que pour les hôpitaux de l'intérieur pour faire face à d'éventuels cas graves. Donc ça, c'est une situation que nous vivons. Ça se renforce progressivement. Tous les jours, il y a de nouvelles acquisitions, mais je dirais, il n'y en a pas suffisamment et parfois, c'est un peu difficile de les avoir. Et en termes de ressources humaines aussi, c'est un autre problème parce que dans le domaine du laboratoire, le nombre de personnels disponibles pour la biologie moléculaire, je dirais que c'est limité par rapport aux besoins. On croise les doigts que l'épidémie se limite beaucoup plus à Conakry. Si c'est le cas, ça peut aller, mais si ça se propage à l'intérieur du pays, nous avons un peu peur qu'on soit débordé et qu'on ait besoin d'ouvrir beaucoup plus de laboratoires de biologie moléculaire pour faire face aux demandes d'examen, mais il faudra former, voilà, il faudra former du personnel pour cela très rapidement. Je ne sais pas si j'ai abordé l'ensemble des éléments qui étaient dans la question, mais je laisse les autres compléter. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est très complet et un tour de panorama, un panorama très complet des difficultés. Je pense que ces problèmes qui sont rencontrés en Guinée sont aussi rencontrés chez nos autres collègues en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Je ne sais pas si l'un ou l'autre veut commenter rapidement sur un aspect plus particulier. Je voulais juste intervenir sur la partie biologique. En Côte d'Ivoire, nous avons eu depuis longtemps cette opportunité de disposer d'un bon plateau technique à travers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, mais également le Laboratoire national de la santé publique. Et là, au centre du pays, au centre hospitalier universitaire de Bouaké, en ce qui concerne vraiment un bon plateau technique. Et là, on vient de mettre en place également une cellule de coordination des activités de biologie dans lesquelles notre institution tient vraiment une bonne place. Et ça, c'est vraiment à saluer parce que déjà, les équipements, les ressources humaines de qualité vraiment existent.
Mais bien entendu, comme tous les autres pays, nous sommes confrontés en ce qui concerne les différents intrants du laboratoire, donc en ce qui concerne les réactifs. Et là, actuellement, tout est en train de faire au plus haut niveau de l'État pour que rapidement, des tests beaucoup plus simples que les tests de biologie moléculaire puissent être utilisés pour prendre en charge les malades dans les bonnes conditions. Donc voilà ce qu'il fallait dire en ce qui concerne la particularité au niveau de la biologie, au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Alors, moi, je voulais ajouter un aspect lié au mécanisme de mobilisation de toutes ces ressources. C'est la porte d'entrée, c'est les plans, la rédaction des plans d'urgence, des plans de riposte. Et ça a été très vite fait dans certains pays avec le leadership des principaux décideurs du département du ministère de la Santé. Au Burkina, par exemple, sous le leadership de Madame le ministre de la Santé, nous avons rédigé très rapidement un premier plan qui a évolué rapidement du simple au double, au triple, ainsi de suite. Et donc ça, c'est un premier cadre qui permettait de regarder et de mobiliser les ressources pour le diagnostic, pour la prise en charge et surtout pour les mesures, les kits et les masques de protection, ainsi de suite. Mais en tout cas, les difficultés existent et de manière formelle, l'apport de l'État y est. De manière aussi organisée, il y a aussi l'apport de la société civile qui s'organise pour des donations à l'intérieur du pays et aussi les donations extérieures. Donc, mais la plupart des contributions, certainement, qui nécessitent un appui de l'extérieur sont venus se buter à ces mesures de confinement et de quarantaine et qui rendent inaccessible, j'allais dire, qui retardent l'inondation de certains pays de ces tests-là, de ces kits, de ces masques de protection, ainsi de suite. Sinon, c'est difficile d'accès et il y a eu une flambée des prix tout d'un coup, donc encore rendant inaccessibles certains intrants qui ne sont plus contrôlés. Par exemple, les masques qui sont passés de 200 francs CFA à 1500 francs CFA l'unité et qui ne sont pas accessibles d'ailleurs. Et voilà, ainsi de suite. Donc, je voulais dire que notre porte d'entrée, surtout les pays que je connais, les plans d'urgence ont permis donc de savoir là où on allait, et de mobiliser la société civile, les ressources propres, endogènes, et de mobiliser aussi les ressources exogènes pour accompagner. Mais il y a vraiment un écart entre ce qui est exprimé et ce qui est réellement développé sur le terrain. Voilà. Merci. Je crois qu'il y a une question, Anne-Catherine, que tu as bien envoyée. Voilà, il y a une question qui porte sur, peut-être que la personne qui l'a posée souhaitera la compléter, qui concerne le besoin de disposer en Afrique d'un laboratoire de recherche sur les traitements, de façon à rendre l'Afrique plus autonome dans ses recherches. Donc, je pense que où est-ce que ça existe? Donc, il y a cette question-là. Et puis, il y avait une autre question, j'en profite, c'était sur comment on fait pour que les actions des INSP puissent converger. Mais peut-être pour la première question. Bon, pour la première question, je vais essayer. Ouais, je pense que c'est une bonne idée d'avoir des laboratoires de référence au niveau de la sous-région. Mais il y a déjà des laboratoires de niveau, on va dire, acceptable au niveau des pays. La vraie question, c'est le financement plutôt de la recherche. Je pense que c'est ce qui est surtout important
parce que si au niveau des pays, ce qui est disponible déjà en termes d'équipement et de ressources humaines, si les moyens financiers suivaient, je pense que déjà au niveau des pays, la production scientifique sur ces questions, sur ces médicaments, les médicaments ou même les vaccins, donc ça pourrait être abordé autrement. Donc c'est mon avis, donc je ne sais pas ce que les autres. Merci. Voilà. Et je voulais juste intervenir sur cet aspect. En vérité, quand on prend l'Afrique de l'Ouest, la zone CEDEAO, il y a de très bons laboratoires, de très bons laboratoires bien équipés avec des hommes de haute compétence. Et je crois que ce qui nous fait défaut, c'est vraiment la communication entre nous, le partage d'expérience. Ça veut dire qu'aussi, nous communiquons très peu. Voilà. Je crois que c'est un peu ça qu'il faudrait vraiment renforcer. La barrière de la langue aujourd'hui n'est plus un problème. C'est ce domaine-là qu'il faut vraiment encourager et non venir encore mettre en place, vous voyez, un centre de recherche. Déjà, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire avec le Burkina, le Mali, dans le domaine du paludisme. Vraiment, il y a une très bonne collaboration qui donne de très bons résultats au niveau de la recherche. C'est ce genre d'expérience, à mon avis, qu'il faudrait encourager au niveau de notre sous-région. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut commenter sur cette question-là? Il y avait aussi une autre question qui a été relayée par Anne-Catherine. Est-ce que… Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est dans que la conférence a réellement commencé. Je suis désolé, j'ai eu un problème pour me rebrancher. Je crois qu'on a partagé pour cette première conférence pas mal de choses. On a plutôt abordé les questions à caractère médical et de santé. On aurait peut-être intérêt aussi peut-être à discuter dans une autre session de ce qu'on a moins parlé là. Ce sont les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, fermeture des écoles, confinement qu'on met en place en Europe. Pour avoir un peu votre regard là-dessus, ça nous serait, je pense, aussi utile de discuter de ces aspects-là et aussi sur l'impact social de cette pandémie qui, dans un certain nombre de pays européens et aux États-Unis et dans d'autres, en Chine, est très important. Et est-ce que vous avez une meilleure capacité à gérer ces aspects-là, une meilleure résilience peut-être? Je pense que ce serait aussi des sujets d'échange intéressants. En tout cas, ce que je vous propose, c'est d'en rester là pour cette première essai. Je crois qu'il faut qu'on refasse ce genre de choses, peut-être en focalisant sur des questions qu'on aurait identifiées a priori, transverses. Ça a été un point important des uns et des autres. Il y a besoin de partage. Il y a besoin d'apprendre des expériences des uns et des autres. Il y a des solutions qui existent en dehors de chez soi et c'est bien de les connaître. Et voilà, donc je pense qu'on a de l'avenir encore à programmer d'autres web séminaires de cette nature-là. Et donc, je voulais vous remercier de votre disponibilité et remercier aussi Anne-Catherine et les autres personnes qui ont organisé cette session qui est un premier essai. Merci à Marie Deveau et pour avoir facilité tout ça. Et je pense que on va disposer de l'enregistrement et des, comment dirais-je, des présentations et on va essayer d'avancer avec un programme. Et je pense que la programmation de ces sessions vous revient aussi. Donc je pense que c'est pas mal que, comme l'a fait Hervé, il a été un peu à l'initiative de tout ça, qu'on puisse continuer de cette manière-là dans les prochains mois. Merci Jean-Claude. Il y a d'autres questions qui étaient dans la conversation qu'on pourra partager après coup. Comme ça, tout le monde pourra les avoir et y réfléchir et ça peut donner la suite pour d'autres webinaires. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Louise qui a travaillé avec Marie sur l'organisation de
de ce premier webinaire en français pour Yann-Phi. Et donc, voilà, c'était important aussi de le signaler, de noter ça. Merci, merci à tout le monde. Et donc, ce qui est important, c'est d'identifier d'autres questions qu'on puisse traiter de cette manière, des questions communes. Voilà, on pourrait peut-être, sur un sujet donné, faire de la comparaison entre l'expérience d'un pays européen avec un autre pays africain et inversement, que vous nous appreniez des éléments qu'on ne sait peut-être pas bien faire dans nos pays en Europe. Je crois qu'il faut le voir aussi dans l'autre sens. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Jean-Claude. Au revoir.